Je pense, là, normalement, si c'était un atelier que j'ai animé, je dirais que c'est le moment d'un échauffement, un jeu d'échauffement, hein, parce que après dîner, alors peut-être on peut chauffer nos mains ensemble. Chauffer, chauffer, chauffer et feu. Ok, on essaie encore et vous allez crier feu avec moi. Chauffer, 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 feu, 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 feu. Bien, ok, bon. Je me suis donné un défi aujourd'hui de vous présenter ça en français. C'est mon première fois. Bon, alors, la politique d'aujourd'hui, c'est plutôt une politique descendante. Nos élus nous informent de leurs décisions. On entend parler beaucoup de participation, on entend depuis 20 ans, peut-être 30 ans. Ségolène Royal en a beaucoup parlé, mais ça reste quand même un mantra qui est répété, et on n'en voit pas beaucoup. Heureusement, dans nos sociétés, on commence à le voir plus. Les élus, ils sont informés par des sondages, les médias, des expertises et, heureusement, de plus en plus, des concertations publiques. Mais comme on a vu, comme Marie nous a montré, ce n'est pas tout le monde qui va venir à cette concertation publique. En fait, nous avons vu que ces réunions ne reflètent pas du tout la diversité que nous trouvons dans nos villes, dans nos villages. Donc, comment on peut faire pour trouver cette diversité? Parce qu'on sait que du plus riche au plus pauvre, chacun a quelque chose à contribuer. Et pour trouver des solutions durables pour le futur, pour l'avenir, pour résoudre les grands problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous avons besoin de tous ces différentes parties du puzzle. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions plus fortes, plus concrètes. Donc, comment on peut faire? On dit en Angleterre que ces groupes marginalisés sont des groupes hard to reach. C'est un label que j'aime pas du tout. Alors donc, ils sont difficiles à atteindre. Dans notre expérience, en fait, ce n'est pas ces groupes-là qui sont difficiles à atteindre, c'est les politiciens qui sont difficiles à atteindre. Parce qu'eux aussi, par fonction de leur poste, se trouvent isolés. Souvent, ils veulent avoir plus d'informations du terrain, mais ils ne peuvent pas. Donc, ces projets de concertation restent quand même un grand outil pour nous. Comment faire pour inclure la diversité? Parce qu'ils ne vont pas toujours venir. Il faut vraiment, et c'est pareil dans notre entreprise aussi, dans les universités, partout où on trouve des hiérarchies, on va trouver qu'il y a un grand écart entre ceux qui décident et les citoyens, disons, et ceux qui font. Et on m'a dit qu'en France, on dit c'est celui qui fait qui sait, n'est-ce pas? Et je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit c'est celui qui fait sait. Et il faut dire, et quelqu'un m'a dit, il ne faut surtout pas dire ça. Bon, je l'ai dit. Donc, je vais vous donner un exemple d'un projet que nous avons fait en Angleterre, à Oxford. C'est sur le Cowley Road. C'est une des voies principales qui emmène les gens dans la ville d'Oxford. C'est aussi une route très animée, une rue très animée où il y a des restaurants asiatiques, caribéennes et beaucoup de diversité dans la population. Donc, le ministère de Transport voulait aménager cette route. Comment faire pour inclure cette diversité qu'on voyait sur la route dans nos projets de concertation? Alors, je vais vous montrer une petite, pas encore, pas tout de suite, parce qu'on a trouvé que dans la concertation finale publique, il y avait très peu de visages des groupes marginalisés, les différents groupes ethniques, des gens handicapés, les jeunes, les seniors, ils n'y étaient pas. Heureusement que les films qu'on a faits avec ces populations, ils étaient pour que leur voix soit entendue. Donc, on travaille avec les vidéos.
Et on commence par des jeux ludiques, amusants, où chacun utilise la caméra et puis le passe à son voisin. Comme ça, chacun apprend à utiliser, à manier la caméra, pousser son record, le cadrer à son voisin. Et ensuite, on utilise des méthodes pour faire un travail plus approfondi. C'est des méthodes participatives dont je vois que les design thinkers utilisent. Et là, on a utilisé quelque chose développé par un de nos partenariats au Brooks University. C'était un modèle avec des images de la rue. Comme ça, les gens pouvaient se souvenir de la rue et toutes les problématiques autour de sécurité. Donc, avec ces outils-là, et ils ont utilisé le vidéo, et ensemble, on fait une vidéo collective. Ce n'est pas la voix d'une seule personne ou une autre, c'est vraiment le groupe ensemble qui trouve un consensus et puis le partage en vidéo. Et c'est ça qu'on a pu montrer dans la concertation finale. Donc, il y avait plusieurs clés de succès de ce projet. Vraiment, la première, je pense, c'est qu'on a travaillé avec 5 représentants de ces groupes marginalisés qu'on voulait viser. Et c'est avec eux qu'on les a formés, initiés dans la vidéo participative, pour qu'on puisse co-animer les ateliers ensemble et pour qu'ils puissent ouvrir les portes vers ces groupes-là. Ça, c'était très important et c'est comme ça qu'on travaille souvent. Ce n'est pas nous qui animons tout seuls, mais on co-anime ça avec des gens locaux et des groupes cernés. Et c'est quelque chose, je pense, que Design Thinking pourrait peut-être... j'ai entendu que vous êtes bon à emprunter des choses. Là, j'espère que je vais partager des choses que vous pouvez emprunter. Parce que nous aussi, on le fait, hein, et on va emprunter beaucoup de Design Thinking. Alors, faisons un partage. Donc, les vidéos maintenant. Qui a une vidéo dans leur poche, là, en ce moment? Une caméra vidéo? Pas plus? Je pense, oui, presque tout le monde. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, ça c'est nos caméras là, et ça, c'est des caméras élevées en liberté. Elles passent de main à main, dans tous les différents pays du monde où on travaille. Inside Share, c'est mon organisation, c'est une organisation sociale. On travaille comme ça depuis 16 ans, dans plus de 50 pays, sur plus de 200 projets de vidéo participative. Là, c'est dans un bidonville en Sud-Afrique. Là, c'est à Londres, c'est dans des endroits défavorisés à Londres. Ouganda et Éthiopie, pour en montrer quelques-uns. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que Roger nous a montré, les dessins qu'il a faits, parce que nous, on utilise beaucoup cet outil-là, les storyboards. Donc, il a pu exprimer dans quelques dessins l'histoire qu'il voulait partager. C'était super. Donc, on travaille beaucoup avec les storyboards. Et c'est tout le groupe avec qui on travaille qui le crée ensemble. C'est une co-création avant d'utiliser la caméra. Donc, on fait les travaux approfondis de recherche ensemble, de regarder, analyser le problème, les situations, les causes du problème. Et puis, ils élaborent ensemble un storyboard pour communiquer leur consensus, leurs idées qui ont émergé de ce travail. Donc, nos caméras, ils ont beaucoup de chance, comme je vous l'ai dit, pas comme celles qui sont élevées en captivité dans vos poches, là. Et je vais vous emmener là en Cameroun, où on a travaillé avec les Baka. C'est le peuple autochtone, les premiers habitants du forêt, et depuis des centaines d'années, ils ont subi beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Il y a d'autres populations qui ont rentré dans la forêt pour s'installer, les Bantous et d'autres, et ils ont souvent coupé des arbres pour pouvoir faire de l'agriculture. Petit à petit, les Baka sont devenus des serviteurs à contrat, en servitude de contrat. Sous contrat, c'est ça qu'on dit. Alors, les familles entières appartiennent presque à des familles bantoues
Et si on est né Baka, on est souvent né avec ce contrat déjà sur nous. Donc, ce sont des populations extrêmement marginalisées et persécutées. Quand on a fait une formation avec eux, il y avait 2 femmes qui sont allées filmer les célébrations d'indépendance du Cameroun. 2 femmes Baka, et les Bantous n'en revenaient pas. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de ça. Donc, il y a des grands stéréotypes à casser déjà, et beaucoup de travail à faire pour qu'ils puissent être entendus et pour que ces citoyens-là peuvent aussi participer dans les décisions qui les affectent du jour à l'autre. Donc, il y a quelques mois, on a téléphoné Messé Venant. Il est Baka et il a fondé l'association Okani, qui travaille avec les Baka, et c'est eux notre partenaire local. Donc, on les a formés dans le vidéo participatif et on a laissé les outils et les capacités pour qu'ils puissent continuer. Et là, on va entendre ce qui c'était intéressant pour nous de savoir comment ça allait, là, 2 ans après. Donc, c'est la prochaine. Ouais. Ça a attiré beaucoup d'attention sur nous. Les gens ont dit, ça, ces gens, ils ont une idée géniale. Et cela nous a permis, même au niveau du gouvernement, d'avoir des relations assez solides parce que les gens de plus en plus nous ont sollicités pour réaliser, collecter des points de vue dans les écoles, dans les villages, pour que nous puissions les présenter à des séminaires. Nous avons réalisé un film sur l'éducation. Alors, quand nous sommes allés à cette réunion en comité de pilotage où il y avait les représentants des enseignants, il y avait les inspecteurs des écoles primaires, il y avait les responsables de l'éducation, nous avons projeté ces éléments-là où les parents donnent leur avis sur l'éducation, les enfants eux-mêmes critiquent les enseignants et les membres du bureau des parents d'élèves qui donnent des perspectives pour améliorer la vie à l'école. Et lorsqu'on s'est assis avec les responsables de l'éducation, le mois qui suivait, le délégué de l'éducation a fait quelque chose en affectant les enseignants dans les écoles où les parents et les enfants Baka se plaignaient qu'ils n'avaient pas d'enseignants. Donc ça a été aussi un résultat assez important. Donc, Messé nous a raconté une histoire qu'on entend souvent et qui nous fait rejoindre aussi. C'est qu'ils ont pu ouvrir ces voies de communication entre les citoyens qui étaient très marginalisés et les politiques. Et il y a eu des impacts réels. Donc ça c'est très bien, mais pour nous ce n'est pas assez en fait. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de bâtir ces infrastructures à long terme, où les citoyens peuvent négocier et renégocier avec les politiques locales. Donc Messé nous a transmis un peu plus d'informations sur des résultats, les genres de résultats qu'on voit quand ces genres d'outils sont utilisés à long terme. Et c'est quelquefois des résultats vraiment remarquables et inattendus. Dans beaucoup de circonscriptions électorales où il y a soit des élections, on ne trouve presque pas les peuples autochtones, dont les Baka de notre région. Alors, nous nous sommes dit, peut-être il y a lieu de faire quelque chose pour que nous assurions la représentativité des Baka dans les instances de prise de décision. Nous avons travaillé avec Plan Cameroun dans le cadre de la vidéo participative pendant presque 1 année et demie dans 11 communes. Nous avons tellement demander, présenter des résultats autour de la vidéo participative. Et aujourd'hui, voilà un résultat aussi important qu'on peut mettre dans l'actif de la vidéo participative. Le score des conseillers municipaux dans les communes forestières au Cameroun s'est nettement amélioré. On est parti presque de 3 conseillers municipaux à 18 conseillers que nous sommes aujourd'hui. OK. Donc, un grand résultat, et c'est, oui, bravo à Okani.
Donc là, on voit vraiment comment les citoyens peuvent être impliqués dans les politiques d'aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est le changement systémique aussi. C'est comme vous, les designers, c'est comment... Il y a beaucoup de choses qui marchent aujourd'hui dans nos systèmes démocratiques et politiques. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et on peut se demander, la troisième question importante pour le changement systémique, c'est comment mieux faire. Et pour nous, c'est le citoyen qui est plus proche des problématiques qui va trouver les meilleures solutions, les solutions les plus adaptées. Participation, c'est très bien, mais j'aimerais voir plus de pouvoir et plus de pouvoir de décision mis dans les mains de ceux qui font. Et c'est pareil dans les entreprises, on parle de ça et on commence à le voir. Donc j'espère qu'on va le voir plus dans nos politiques aussi. Cette implication, mettre les citoyens au cœur du politique publique, c'est dans les conceptions des projets de politique publique, c'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que ces projets sont mis en cours. Comment est-ce qu'on peut être sûr du transparence, que c'est en fait efficace, que ces projets, ils arrivent à atteindre les personnes qui visent. C'est pour ça que nous avons aussi fait comme les designers, on a emprunté des méthodes d'évaluation qui étaient faites surtout sur papier par un expert extérieur. Et on a mélangé ça, on a fait des mash-ups avec le vidéo participative. Et donc, depuis quelques années, on commence à utiliser cette méthode d'évaluation et de suivi qui utilise le vidéo participative. C'est donc mettre la caméra et le voir dans les mains des bénéficiaires ou des clients ou des gens visés. Parce qu'eux, ils sont les mieux placés pour dire qu'est-ce qui marche pas et comment ça pourrait être mieux. Donc, on fait ça autour des histoires. On a entendu des histoires aujourd'hui et c'est quelque chose qui marche globalement. Donc, les participants partagent leurs histoires vécues du projet. Qu'est-ce que ça a fait dans leur vie? Quel est le changement le plus important que ça a mené dans leur vie? Ils partagent ces histoires et puis ils sélectionnent une qui représente pour eux le changement le plus significatif. C'est très subjectif, mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est eux qui décident quels sont les critères de sélection. Tout ça, c'est noté, et tout ça fait partie de l'analyse en finale. Et l'analyse, c'est aussi fait par les bénéficiaires, par les participants. Donc, je vais vous montrer un petit clip d'une évaluation et suivi qu'on a fait sur des projets de UNICEF et Search for Common Ground en Côte d'Ivoire. Ils travaillent avec des jeunes qui, souvent, c'est des jeunes qui étaient soldats pendant les crises. Et maintenant, ils sont dans les écoles. Il y a beaucoup de violence dans les écoles, des gangs. UNICEF et Search for Common Ground font ce travail pour convertir ces membres de gangs dans des ambassadeurs de paix. C'est un travail incroyable. Et donc, ces jeunes-là qui participaient dans le projet ont pu partager leurs histoires vécues de changement. Je vais juste vous montrer le début. Énorme potentiel, sa vision était claire. Ressembler à ces modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel. Jouer au foot tel que Nas, comme Didier Drogba. Avoir la classe de Barack Obama. Yes, week-end rêve de milliers d'enfants sur le continent. Mais trop de larmes coulent encore malheureusement. Bon, je suis là pour la formation de la vidéo participative. Ce n'est plus un jeu, il y a bien trop d'enjeux, je suis un soldat, un petit soldat. On voit pour toi, on voit ce que tu as là. Voilà, on voit ça.
n'est plus un jeu, il y a bien trop d'enjeux. Je suis un soldat qui veut tout arrêter, tout arrêter. Mais du rêve au cauchemar, sa vie va basculer dans la pire désolation. Ils l'ont précipité, compte tenu de la violence, ses rêves vont se briser. Mais ça fait assez tôt faire, il va tout essayer. Dans le vacarme des armes, je vois couler ses larmes. Le son cœur qui s'emballe, entre tressaillit son âme. La violence des adultes qui font cracher les armes. J'étais beaucoup violent quand j'étais très petit. À partir de 8 ans déjà, je savais manipuler les armes et même les tirer. Et dans le lycée était reconnu pour la violence. Je me faisais arracher mon pain, on me dépossédait de mon argent. Soit faut intégrer un gang, ou soit faut avoir des gens pour pouvoir te protéger. Donc c'est tout ce qu'on va voir. Et ces films-là sont montrés maintenant localement, mais vous avez vu que pour nous, le premier but, ce n'est pas de faire des films. Pour nous, le caméra, c'est un outil qui emmène les gens ensemble. En fait, tout à l'heure, quelqu'un a parlé du Magritte, de ceci n'est pas une pipe. Je pense qu'on peut dire ceci n'est pas un caméra pour nous. Pour nous, c'est comme un élément magnétique rassembleur qui attire les gens d'abord de participer et qui renforce les relations entre eux et qui aussi arrive à diminuer cet écart entre les politiciens et les citoyens. C'est aussi un genre de miroir qui donne le reflet, parce que tout ce qu'ils filment, ils le regardent et puis ils le montrent à leur communauté plus large, à les groupes plus larges. Ça donne une autre vue sur soi-même et aussi on arrive à voir les choses du perspective de l'autre. Donc c'est aussi un outil d'empathie parce que c'est très rare en fait que dans la vie quotidienne qu'on s'écoute sans interrompre. Bon, avec le caméra, quand quelqu'un est en train d'interviewer, on écoute. Quand on le regarde, on l'écoute encore. C'est donc vraiment comme une oreille empathique pour nous. C'est aussi un genre de lampe de poche qui aide à trouver les solutions et dévoiler les causes des problèmes. Et c'est les populations eux-mêmes qui font ces recherches. C'est ça qui est intéressant. Et on peut dire que, je ne sais pas si c'est un dicton ou si c'est quelque chose qu'on a inventé, mais nous, à Inside Share, on dit qu'un souris avec un mégaphone devient comme un lion. Donc, ça fait un peu cet effet-là de mégaphone. Et aussi, on peut dire que c'est un clé, parce qu'à travers cet outil-là, les participants peuvent avoir accès à des mondes, à des personnes, à des politiciens, à des décideurs qui n'auront pas normalement accès. Ça ouvre ces portes-là. Donc, un autre outil, maintenant, très ancien, ce n'est pas très haute technologie, qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est ça. C'est un bâton. Mais ceci n'est pas un bâton. C'est un bâton de parole. Donc, nous avons encore chopé des idées d'autres et emprunté des méthodologies. Là, cette fois-ci, c'est de la justice restaurative et de médiation pour faire des dialogues encore plus fructueux entre les décideurs et les participants. Vous avez vu peut-être les cercles de parole. On essaye de mettre ces groupes-là ensemble dans un espace où d'écoute privilégiée et dans une équité de parole. Donc nous continuons à évoluer nos méthodes et je vois que le design thinking aussi, vous regardez l'avenir pour évoluer vos méthodes. Je pense qu'ensemble, on peut faire des choses très intéressantes. Et j'aimerais bien que vous essayiez de voir comment, et vous le faites déjà, mais comment renforcer cette capacité à long terme. Comment bâtir des fondations, des infrastructures pour que les citoyens peuvent continuer à agir de cette façon et être acteurs propres dans leur changement. Je vais vous terminer donc avec le dernier. Je pense que c'est mieux que vous le lisez, pas moi. Donc c'est sur ce dicton qu'on connaît souvent, si tu me donnes un poisson. Mais après, on voit quelque chose de différent là.
Vous m'aurez nourri jusqu'à ce que la rivière soit contaminée, que l'arrivage soit vendu pour être développé. Mais si tu m'apprends à m'organiser, alors quel que soit le défi, je pourrai rejoindre les miens et nous modèlerons notre propre solution. Donc c'est ça que je vise et c'est ça que j'espère pour le futur, de design thinking aussi. Merci beaucoup.